Ah, c'était encore cette danse, la danse, la rumba. Merci, cher pasteur. Et donc, Les chers pasteurs de la République démocratique du Congo, lorsqu'on dit Tobo, il va danser. Franchement, la danse rumba, c'est vraiment bizarre. mais moi, j'en profite d'ailleurs, vu qu'on n'a pas encore changé de registre, on parle encore de cette rumba, donc cette belle musique rumba, la rumba congolaise. Je veux aussi saluer un grand fan de la rumba congolaise. Il s'agit ici de Romanic Mavuba. Donc, depuis Matadi, où il nous suit, il est scotché à son poste téléviseur pour suivre Namasté. Il est aussi un grand fan de Namasté. Voilà, merci beaucoup parce que nous changeons maintenant de registre et nous avons ici sur ce plateau l'invité, l'habitué de chaque mercredi. Il s'appelle Donatien Kamwangala qui est avec nous, le psychologue. Aujourd'hui, on continue avec le sujet qu'on avait commencé le mercredi passé, toujours de l'importance de la communication dans sa rubrique de approche psychosociale. Aujourd'hui, nous parlons de la communication éducative, l'importance de la communication éducative. Monsieur Donatien, bonjour. Namasté, Monsieur Hervé, namasté à tous ceux qui nous suivent. À Matadi, je viens d'entendre qu'on nous suit. En tout cas, merci beaucoup à vous qui êtes à Matadi. Namasté à tout le monde, dans tous les mondes. Voilà. Tout le monde dans tous les mondes. Alors, on va directement y aller parce que on avait déjà commencé avec ce sujet. Et déjà, le mercredi est passé, malheureusement. Tu comprends, situation en Bogazara, tout ça là. Alors, la communication, l'importance de la communication dans les secteurs éducatifs, parce qu'on venait de finir avec les secteurs religieux, on avait terminé avec les secteurs religieux. Alors, entre directement de la communication dans les secteurs éducatifs. Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Je l'ai dit que tout au long de ce mois de mars, ma manière en tant que psychologue, en tant que chercheur, en tant que doctorant, de contribuer au mois de mars, c'est de mettre en place cette thématique de l'importance de la communication. Parce que n'oubliez pas, Monsieur Hervé, je vous informe que pendant ces temps du mois de mars, non seulement il y a beaucoup d'hypocrites en couple, mais tout ça est dû à une mauvaise communication. Et même dans des églises actuellement, la communication est centrée sur quelque chose. Alors moi, ma manière de communiquer, c'était de venir parler sur ces thèmes. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la communication dans les domaines éducatifs. Les domaines éducatifs, nous voyons l'école primaire, les humanités, les universités, les instituts supérieurs et pourquoi pas les centres de formation. Voilà, c'est là où je devais chuter. Voilà, tout ça, nous voyons comment il faut communiquer et quelle est l'importance de la bonne communication dans ces milieux éducatifs. Aujourd'hui, il y a eu, je peux appeler ça incident ou pas, bon, entre le ministre de Transport et tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est dû à une mauvaise communication ou pas? Voilà pourquoi ça rencontre d'ailleurs notre bon thème qui parle de la communication. Alors, dans une école ou dans un milieu éducatif, il y a une manière de communiquer. Il y a un auteur qui a dit que l'enfant ne vient pas comme une tabula rasa. C'est-à-dire, l'enfant ne vient pas une tête vide. L'enfant a une connaissance. D'où la famille qui fait partie de son milieu éducatif de base. Alors, lorsque cet enfant vient à l'école pour apprendre, mais aussi lorsque l'enseignant n'arrive pas à bien communiquer avec l'enfant qui vient, qui a déjà une connaissance anticipée, il y a une cacophonie, je peux dire. Quelle manière nous pouvons communiquer? Je commence d'abord par dire que la communication étant une relation que l'on établit entre son interlocuteur, son ego, elle est une confiance que le maître doit établir entre lui et les apprenants. Cher maître, lorsque il n'y a pas la confiance entre votre alter et vous, c'est-à-dire votre ego, votre interlocuteur, celui qui vous écoute, qui est l'élève, sachez très bien que lorsqu'il n'y a pas cette confiance, l'enfant n'arrivera jamais à vous écouter et aussi n'arrivera pas à transmettre convenablement ce que vous lui apprenez. Il doit y avoir une interaction
entre l'enfant et vous. Dans les étapes de l'enseignement, bien sûr, il y a cette étape-là où l'enfant doit parler et le maître doit parler. Ça serait vraiment injuste qu'un maître dans une salle de classe annonce de lui-même son sujet. Ça, c'est pas normal. Il faut que vous posez des questions que les enfants ou l'enfant arrive à répondre. Alors, au sein d'une école, une université, l'école humanitaire, la communication est très importante parce que l'enseignant doit, il doit dire et doit respecter au moins le droit de parole. L'école n'est pas une place, monsieur Hervé, où l'enfant doit ne fût-ce que gober ce qu'on lui dit. C'est ce qui fait que vous allez trouver un enfant lorsque, à la maison, on lui dit quelque chose où on veut contredire à ce que lui a, il vous dira notre maître a dit. Donc on prend le maître comme un dieu. On prend le maître comme celui qui connaît tout. Alors, tout ce que moi j'apporte dans l'enseignement actuel, il faut qu'il y ait cette activité, cette interrogation et cette activité de la part de l'enfant qui vous reçoit. Donc il est très important que la communication dans le milieu éducatif soit une communication claire, une communication concrète, une communication cohérente. Parce que lorsque la communication dans une école, dans un enseignement, dans un milieu éducatif, l'université par exemple, elle n'est pas cohérente, c'est très compliqué. Vous allez parler, je peux exposer ici. À l'université, avant que vous n'ajoutez, à l'université, c'est peut-être parce que déjà le nombre d'étudiants dans la salle peut aussi ne pas permettre à ce que cette communication puisse être aussi claire. Parce que déjà, si vous avez 1000 étudiants dans un auditoire, est-ce que c'est tout le monde qui a la même capacité d'écouter ce que le professeur dit, de ressaisir et de réagir aussi aux questions du professeur? Ça risque d'être un peu compliqué. Monsieur Hervé, voilà pourquoi dans les domaines éducatifs, je me suis toujours dit de temps en temps, il faut qu'on commence par une formation militaire. Ah. Oui, ça c'est un autre sujet, je pense que j'y reviendrai. On commence avec une formation militaire parce que lorsqu'on a une formation militaire, on a la capacité de respecter certaines règles. Ouais. Alors, dans un auditoire par exemple, c'est d'ailleurs là où la communication doit être respectée. C'est-à-dire l'émetteur et le récepteur. C'est lui qui émet, c'est lui qui doit recevoir. Donc l'enseignant, d'ailleurs dans beaucoup d'universités, allez-y à l'université de Kinshasa, allez-y à l'UPN, allez-y dans d'autres instituts supérieurs, vous allez vous rendre compte que la plupart des communications sont par micro et baffle. Oui. Comment il n'y aura pas cet échange entre l'enseignant, entre le professeur et celui qui reçoit cet enseignement, qui est un étudiant, qui est un élève, pourquoi pas. Donc la communication, elle est très importante à ces milieux-là. Les types de communication, monsieur Hervé, il y en a 4. Ok. Oui, il y a la communication visuelle. Donc simplement avec les yeux, on peut communiquer. Ah. Bien sûr. Avec les yeux, on peut communiquer. Dans une université, vous voyez un professeur qui entre. Je me rappelle, moi à l'époque, j'avais un professeur d'heureuse mémoire, le prof Kitenge, Samuel, qui lui, quand il entrait simplement, le fait qu'il entre et il vous regarde tous dans la salle, tous dans l'auditoire et personne ne parle. C'est une communication. C'est une forme de communication. Donc le fait de poser juste son regard. Le fait de poser son regard et le regard parle. Pourquoi aujourd'hui avec les femmes, bon, à Koki Kobimisaka problème simplement parce qu'elle est atelier. C'est-à-dire que la personne qui lui a regardé a transmis une information, a communiqué avec cette dernière. Donc voilà pourquoi la communication est très importante. Premièrement, je parlais de la communication visuelle. Voilà, d'où les yeux doivent parler. Voilà. Alors, deuxièmement, je parle de la communication gestuelle ou mimique. Voilà. Avec les mains, on peut parler. Il y a la communication verbale, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. C'est une communication verbale. Dans un auditoire, vous trouvez un enseignant, un professeur, un formateur qui transmet ses connaissances par la parole. Voilà. Mais aussi, il y a la communication écrite. Oui. Aujourd'hui, vous savez pourquoi on a toujours dit Soko Lingi au caché mbongo, donne-moi information. Comment?
C'est parce que nous ne lisons pas. C'est parce que voilà, il faut préciser. Déjà dans nos écoles. Congolais, Mbongo, Oui. livre. Oh, yaya. Na chambo na kacha livre 2 ans après na ya ko retrouver encore ndenge na chakiwana. Donc ne vous en faites pas. Tu peux donner un livre à quelqu'un aujourd'hui, il ne le lira presque pas ou jamais. Voilà. Donc ce livre-là restera dans ses annales et voilà pourquoi. Alors quand j'étais en train de parler de cette communication écrite, il est très important dans nos universités. Très important dans nos écoles, aux humanités ou à l'école primaire, ou même dans les formations, les maisons de formation, de mettre toujours des valves transcendées par cette communication pour aider tout le monde à lire. Je vais donner un exemple, monsieur Hervé. À l'école primaire, lorsque vous habituez déjà les enfants à cette communication, vous mettez une valve où vous affichez les communiqués. Oui. Et vous demandez à chaque fois aux élèves d'aller voir. C'est déjà une culture que vous mettez dans les enfants qui fera à ce que ce soit aux humanités, que ce soit à l'université, que ce soit au travail. Il ne peut pas commencer son travail sans pour autant commencer par la lecture de ce qui est écrit aux valves. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous allez dans une université, demain, il n'y aura pas quoi. Oh, tu n'as pas lu le Val? Dites, pourquoi? D'ailleurs, le système est devenu avec les CP dans les groupes WhatsApp, le CP envoie l'information, ça y a pas cool. Les communications dans les groupes sont vraiment très erronées. Ouais, la communication, surtout dans les groupes, très erronée parce que chacun doit écrire, doit mettre ce qu'il pense bon. Oui. Mais là, c'est la communication entre individus, entre camarades. Il y a une manière de communiquer. Tous nous sommes dans des groupes, de fois de amis. Nous avons une manière de communiquer, parfois qui n'est pas commode. Mais ici, il est question de la communication dans les domaines éducatifs. Donc nous demandons que la communication soit effective. La communication soit entre le professeur, entre l'enseignant et son alter, qui est l'étudiant, qui est l'élève, qui est l'apprenant. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous devons savoir communiquer. Parce que lorsque nous communiquons, nous avons la possibilité de nous faire comprendre et aussi de comprendre l'autre. Ici, j'insiste souvent dans la communication de laisser la personne qui vous parle épuiser ce qu'il a et ensuite, vous aussi, vous prenez la parole. Dans les universités, dans les écoles, il serait important, chers enseignants, chers professeurs, de poser des questions et de laisser aux enfants la possibilité de vous transmettre aussi. Ne croyez pas que vous êtes au top. Je vais donner un exemple, monsieur Hervé. Oui. Dans une école où l'enseignant donnait son enseignement, je pense, excusez pour cette tautologie, il donnait son enseignement, c'était sur les carnivores. Et n'oubliez pas que le chat est un carnivore. Oui. Mais l'enfant a vu un chat qui mangeait de l'herbe. Et pour lui, le fait de dire à l'enseignant que parmi les herbivores, il existe aussi un chat. Mais le maître a dû tabasser l'enfant. Pourquoi? Parce que lui, selon sa connaissance, selon ses recherches un peu limitées, il n'a pas eu la possibilité de voir ce que l'enfant dit. Vous comprenez? Oui. Et cela a soulevé un problème. Alors, il a fallu, aujourd'hui nous avons des enfants qui voient la télé à tout moment. Exact. Nous avons les enfants qui savent manipuler les téléphones, parfois vous n'avez pas l'idée. Un enfant d'une année. Même les adultes. Mais bien sûr, un enfant d'une année et demie, 2 ans, qui vous manipule les téléphones, vous n'avez pas l'idée. Et cet enfant a aussi des informations à vous donner. Ouais. C'est question de mettre l'enfant en confiance avec vous, eh bien, vouloir aussi puiser quelque chose de l'enfant. Mais si nous considérons que l'enfant n'a pas de niveau, l'enfant est celui ou celle vers qui nous devons transmettre, poser nos connaissances. En tout cas, chers enseignants, nous sommes en train de nous mentir. Ce n'est pas pour rien à l'université, à l'UPEN, tu as vu. Au lieu de poser la question, un étudiant qui commence d'abord par vouloir expliquer
les faits pour lesquels il devait poser la question. Et du coup, on dit, mais monsieur, pose la question, parle de ton problème. Oui. Donc, cela doit faire partie de ce qui est essentiel. Alors, vous parlez des enseignants. Oui. On reproche les enseignants. Mais qu'est-ce qu'on doit reprocher maintenant aux étudiants à ce niveau-là par rapport à la communication éducative? Qu'est-ce doit faire l'étudiant? Parce que l'enseignant doit donner la confiance, doit mettre les étudiants ou les élèves dans le bain des échanges, des questions et tout ça. Alors l'étudiant son tour. Monsieur Hervé, vous savez, lorsque vous-même qui mettez l'autre en confiance, vous qui communiquez, lorsque vous communiquez mal, sachez que vous transmettez mal votre information et même les retours sera aussi mal et mauvais. C'est-à-dire, aux enseignants, lorsque vous respectez, lorsque votre communication est concrète, concise, courtoise, sachez que d'office, vous mettez l'étudiant, vous mettez l'élève en confiance afin qu'il parle à son tour. Voilà, c'est ce qui est plus important. Si vous-même, d'abord vous êtes à court de connaissances, aussi on est enseignant, aux étudiants, élèves, Ah ben moi, oui, vous comprenez. On a vu une vidéo là, un professeur de mathématiques qui a commencé, il fait des calculs, mais finalement, il ne comprend plus. Exactement. C'était l'intégrale. Vous comprenez ça? Et il s'est même embrouillé avec les calculs. Vous comprenez ça? Et c'est très dangereux. Si vous arrivez devant les étudiants, préparez-vous, chers enseignants. Préparez-vous. Et lorsque vous vous préparez, sachez que les enfants qui sont venus devant vous ne sont pas une tête vide. C'est une tête, ou ce sont des têtes qui ont des connaissances par rapport à ce que vous avez. Parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui mettent leurs enfants en confiance en mettant ou téléchargeant tous les, donc, c'est-à-dire les programmes des enseignements plus excellents. Et qui, lorsque l'enfant se trouve devant un enseignant qui n'a pas ce niveau de connaissances-là, ça crée des frustrations. Voilà. Donc nous demandons aux enseignants de prendre cette technique, cette méthode interactive entre lui et les élèves, entre lui et les étudiants. Et aux étudiants aussi, je ne leur pas donné une faute en principe. Parce que je peux dire que toute la faute doit commencer chez l'enseignant. Donc si l'enseignant met en confiance les étudiants, il y a la possibilité que ces étudiants-là répondent favorablement. Et même lorsqu'ils se déroutent, il y a la possibilité de le renvoyer, de le remettre en ordre. Donc, avec une très bonne communication la aussi. La clé pour la réussite de la communication des secteurs éducatifs, c'est la confiance. C'est la confiance d'un côté, mais aussi c'est l'interaction de l'autre côté. Il y a la confiance que l'enseignant doit mettre en place, mais aussi l'interaction de celui qui vous écoute. Laissez la possibilité. À l'école primaire, je fustige ces comportements où les enseignants, ils parlent, et enfin, ils mettent les résumés au tableau et c'est fini. Et c'est les élèves qui commencent à écrire, à recopier. Voilà, ils recopient que ce que l'enseignant a dit, alors que ce n'est pas ça. Lorsque vous enseignez, les résumés doivent se conformer ou doivent se composer avec la participation des étudiants, la participation des élèves. Voilà. Donc, lorsque l'enseignant donne son cours, il est important de laisser aussi la possibilité aux étudiants. Aujourd'hui, il y a des LMD presque partout. La manière d'enseigner dans l'ancien système n'est pas celle que nous devons enseigner dans le nouveau système, voulais-je dire. Alors vous allez vous rendre compte que ce soit l'ancien système, que ce soit le nouveau système, et comme ça devient compliqué. Il n'y a même pas de complications. On ne sait pas c'est quoi les LMD, on ne sait pas c'est quoi l'ancien système, parce que la manière de donner cours reste la même. Et rien ne change alors. Rien ne change. Rien ne change. Vous allez vous rendre compte que pendant qu'on est en train de vouloir donner dans le système LMD, c'est plus l'interaction. C'est plus l'interaction, c'est la communication. Et vous parlez. Non, mais vous allez trouver comme si c'était dans un parti politique. Bon, même dans un parti politique, quand on dit... Il y a quand même l'UDPS viva. Voilà. Vous voyez, les autres répondent viva. Mais vous, en tout cas, dans un auditoire, il n'y a que vous qui parlez. Et lorsque un étudiant vous pose une ou deux questions, vous sentez que vous êtes dans l'incapacité de répondre à cette question. Directement, qu'est-ce que vous affichez? C'est la colère. Oui, la plupart des professeurs en colère...
Ce n'est pas parce que C'est les problème de professeurs se communication. disent, bon voilà, je vais, parce que vous en avez parlé aussi l'autre fois ici, il faut enchaîner la communication, il faut préparer cette communication-là. Mais les professeurs ont enchaîné, bon, je vais commencer par ça, finir par ça, attaquer ça. Et quand on pose la question au milieu de ça, on se perd. Et quand on se perd, on se fâche. Monsieur Hervé, ce n'est pas une astuce importante à utiliser dans la communication. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, vous sentez qu'il sort de votre sujet, remettez-lui. Il y a une très bonne manière de vous recadrer, de vous remettre en ordre. C'est-à-dire, vous êtes en train de parler par exemple sur les vertébrés. On vous pose la question sur la géographie. Pourquoi pas ne pas dire à l'enfant que nous sommes en sciences? Eh bien, lorsque nous entamerons la géographie, je vais vous répondre. Ok. Donc, il n'y a pas question de se fâcher. Lorsque vous vous fâchez, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Et d'une manière générale, mais les Belges nous ont laissé une culture selon laquelle nous devons savoir qu'un enseignant connaît tout. Et lorsqu'il connaît tout, c'est-à-dire qu'on peut venir avec n'importe quelle question, lui poser et il est capable de nous répondre devant n'importe quel C'est normal parce que le système est généraliste, on apprend tout. On ne laisse rien. Vous êtes aux humanités scientifiques et on vous apprend aussi la philosophie, on vous apprend aussi tout ça là. Mais vous êtes aux humanités littéraires, on vous amène aussi la biologie, on vous amène la mathématique. Donc voilà, donc vous êtes censé connaître tout. Surtout les pédagogues de l'UPEN, vous êtes obligés de tout connaître. Monsieur Hervé, je me suis toujours dit, nous les Congolais, nous sommes très intelligents. Simplement parce que des fois nous nous ignorons nous-mêmes dans notre capacité. Parce que si vous voyez, comme on dit chez M. Blanc, quand vous faites la littéraire ou bien l'enseignement, la pédagogie, il n'y a que des cours liés à la pédagogie. Mais nous sommes très forts parce que, comme vous venez de le dire, je fais la littéraire, mais au moins on m'apprend la biologie, on m'apprend la mathématique et tout, c'est très important pour moi. Mais c'est nous-mêmes qui devons prendre en compte ce que nous sommes en train de faire. Mais pour la communication ici dans les milieux éducatif, dans les milieux scolaires, il est très important de savoir une chose, c'est se préparer aussi. Lorsque vous vous préparez très bien, vous avez la possibilité, vous avez la capacité de mieux communiquer avec les enfants. Vous avez la capacité, vous avez la possibilité de changer avec les enfants. Lorsque la communication devient un échange, vous avez la possibilité non seulement d'apprendre, mais aussi de recevoir de ces enfants-là quelque chose de plus important. Voilà. Donc, nous devons rendre notre communication vivante et participative, active aussi dans une salle ou dans un auditoire. On a consommé notre temps. Un dernier mot par rapport à cette communication dans les secteurs éducatifs pour projeter aussi la semaine prochaine, nous serons dans quel domaine? Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Nous sommes à la fin de notre communication. Je demande à tous les professeurs, tous les enseignants de prendre en compte la méthode participative et active. C'est-à-dire, ces derniers doivent vous aider à donner la possibilité à vos interlocuteurs, à ceux qui vous écoutent, de réagir aussi. Veillez écouter les enfants. Surtout à l'école primaire, veillez à avoir les systèmes de valves. Parce que ça aide dès les bas âges les enfants à avoir cette capacité de lire et non de faire passer la communication ou les écrits. Et pour le mois de mars, aujourd'hui, nous avons parlé de la communication dans les milieux éducatifs. Le mercredi prochain, nous allons parler de la communication dans les milieux familiales ou dans la famille. La communication, l'importance de la communication dans la famille. La famille comprend les couples, comprend la famille. Les couples et la famille, c'est différent. Est-ce que vous savez ça? Oui, d'accord. Heureusement que vous êtes là. Voilà, les couples et la famille, c'est différent. On a appris à l'école maternelle, la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Voilà. Donc les couples, c'est deux personnes. De ça, ce n'est pas une famille. Voilà. Donc les couples est composé de deux personnes, mais l'ensemble, c'est une famille. Parce qu'une famille, pourquoi? Vous avez des connaissances, vous avez votre père, votre mère. Il y a deux sortes de familles ou plusieurs sortes. On parle de la famille élargie, la famille restreinte et tout ça. Donc voilà. Aussi, nous allons parler de la famille d'une manière générale, mais nous allons aussi parler du couple
quelle est l'importance de cette communication entre eux. Merci beaucoup, M. Donatien Kamwangala. Les rendez-vous est pris, donc retrouvons-nous déjà le mercredi prochain. N'oubliez pas ces rendez-vous avec le psychologue. Vous pouvez aussi envoyer des messages, des questions au travers de nos numéros qui s'affichent. Donc, vous pouvez toujours envoyer des questions connaissant un peu plus, pour en savoir un peu plus sur ce que nous avons parlé. Alors, Richard vous dit, nous prenons juste les spots de nos partenaires et enchaînez également de comment vous abonner sur nos pages réseaux sociaux. Nous allons parler maintenant avec Papa José Kindenda, Banzila Nabeto. On y va.